L'éducation vous est présentée par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Encore trop d'enfants à la rue en cette rentrée. Ils sont presque 2000 à dormir dehors et à subir des difficultés quotidiennes, notamment en matière d'accès à l'éducation. Enfants à la rue, une scolarité à l'allure de parcours du combattant. On en parle avec nos invités. Aider les parents et les enseignants face à l'autisme des enfants, c'est le pari qu'a relevé Caroline Blénaud. On en parle avec elle en seconde partie d'émission. Enfin, Malika Ménard reçoit la danseuse Inès Vandamme qui nous partage ses souvenirs d'écolière. Mais tout de suite, place à l'actualité du jour avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec de nouvelles annonces de Gabriel Attal sur le harcèlement scolaire. Le ministre qui souhaite notamment des sanctions plus rapides. Oui, il était invité hier, le ministre de l'Éducation nationale, sur M6 dans le cadre de la diffusion d'un téléfilm Respire, centré sur cette thématique justement du harcèlement scolaire. Et dans le cadre d'un débat, il a fait deux nouvelles annonces. D'abord, il a expliqué qu'il préférait une sanction légère, précoce, plutôt qu'une sanction grave et tardive. Vous savez, dans les thématiques du harcèlement, l'une des problématiques qu'on rencontre, c'est que les harceleurs mettent du temps avant d'être changés d'établissement. S'ils sont changés d'établissement, eh bien, il veut des sanctions plus rapides. Il a également prévu des sessions de formation et ça peut être étonnant parce que il y aura à la fois les CPE, les conseillers principaux d'établissement, les chefs d'établissement, mais il veut également former les personnels de cantine au harcèlement. L'objectif, il est simple, la détection et la lutte précoce contre le harcèlement scolaire. D'autres mesures ont été annoncées. Pêle-mêle, il y a eu un questionnaire d'auto-évaluation pour les collégiens et les lycéens afin de faire l'état des lieux du harcèlement. Autre annonce, sa volonté de visiter des pays nordiques pour s'inspirer de leurs pratiques, notamment les cours d'empathie qui sont donnés en Finlande et au Danemark. Le ministre continue également de travailler sur un plan interministériel sur le harcèlement qui va être présenté d'ici la fin du mois. Cette initiative, elle intervient après l'annonce tragique, le suicide tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy en septembre qui avait subi des brimades répétées de ses camarades. 2 enquêtes sont toujours en cours pour faire toutes les lumières sur cette affaire. Le débat autour de l'uniforme scolaire se poursuit. Et cette fois-ci, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui réagit. Et elle dit, je cite, qu'elle n'est pas fan à la tenue unique obligatoire. Exactement, pas fan. C'est la réaction qu'elle a eue ce matin au micro de France Info. La présidente de l'Assemblée nationale a été interrogée sur les expérimentations de l'uniforme et elle n'y est pas favorable. La raison qu'elle avance, c'est la liberté qui doit être laissée aux jeunes de se vêtir comme ils le souhaitent. Voilà ce qu'elle explique sur France Info. Il faut laisser nos jeunes avoir une certaine expression de leur personnalité. Je ne rêve pas d'une société uniformisée. C'est un peu à contre-courant de ce que, à la fois, Emmanuel Macron et Gabriel Attal annoncent depuis plusieurs semaines, avec notamment des expérimentations locales qui vont être perçues. Elle explique en fait qu'elle souhaite que ce soit les établissements qui, localement, mettent en place, s'ils le souhaitent, un uniforme scolaire, mais qu'il n'y ait pas de vision nationale là-dessus. Bien qu'elle ne soit pas fan de l'uniforme scolaire, la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas pour autant favorable au port de l'abaya. Elle a réaffirmé sa volonté d'une école parfaitement laïque, ce sont ses termes, sans abaya et sans mise en place de surveillance spécifique des élèves musulmans pendant le ramadan quand ils ne vont pas à la cantine. Le 11 août dernier, un principal de collège-établissement a été retrouvé mort dans son établissement, donc à Lisieux. 2 jeunes ont été rapidement interpellés, désormais mis hors de cause, mais l'enquête se poursuit. Guillaume. Que s'est-il passé exactement le vendredi 11 août au collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux? Le principal de l'établissement, vous le savez, il avait été alerté très tôt le matin par des alarmes de sécurité. Il s'était rendu dans son collège, dans son école, où il a trouvé la mort. L'enquête se poursuit. Vous l'avez dit à l'instant, 2 jeunes avaient été arrêtés. Ils avaient pénétré dans le collège fortement alcoolisés. Et ils se sont dénoncés par la suite. Mais ils sont mis hors de cause dans cette enquête. Ils n'ont pas croisé le chemin du principal. Ouest France détaille un petit peu l'enquête. Ils auraient entendu du bruit dans l'établissement. Mais alors, 2 options. Soit il y aurait eu une autre intrusion d'une personne, d'un individu qui peut être à l'origine de cette mort. Soit tout simplement, en partant, ils ont déclenché les alarmes incendie. Et donc, les portes coupe-feu se sont rabattues. C'est
peut-être ça, les bruits qu'ils ont entendus. Plusieurs investigations sont en cours. Une analyse d'abord de l'alarme volumétrique de l'établissement pour tenter d'établir le parcours du chef d'établissement quand il a été dans les lieux. On sait qu'il est rentré, qu'il est ressorti, qu'il a récupéré son portable et qu'il est re-rentré. Ça, c'est une première analyse. Analyse ensuite des différents échantillons qui ont été prélevés. Il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites à ce moment-là. Et puis, les examens médicaux qui ont été pratiqués dans le cadre de l'autopsie. Alors, on a eu les premiers résultats de l'autopsie qui montrent que le principal avait une pathologie cardiaque non détectée, non soignée. Mais d'autres examens médicaux sont en cours pour savoir s'il y a eu ou non intervention d'un tiers dans ce décès tragique. C'est suffisamment rare pour être souligné. La France est une bonne élève en matière d'éducation selon un dernier rapport de l'OCDE. Oui, on pointe souvent du doigt les rapports parfois alarmistes, les classements qui ne font pas plaisir. Eh bien la bonne nouvelle, l'OCDE vient de publier son nouveau rapport sur l'éducation et selon l'OCDE, la France est le pays de l'OCDE qui consacre le plus grand nombre d'heures aux fondamentaux, les maths, le français, même si ça ne transparaît pas forcément dans les classements internationaux. Mais c'est pas grave. On y met au moins de la bonne volonté. Autre élément distinctif de la France par rapport à ses voisins, c'est le nombre de semaines de vacances. 16 semaines en France contre 13 en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Terminons avec cette polémique en Belgique autour de cours d'éducation sexuelle. Certains parents crient au scandale. Le gouvernement dénonce, lui, de la désinformation. C'est un guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'Evras, qui provoque des remous en Belgique. À l'intérieur, on y parle de thématiques qui sont plutôt courantes, l'estime de soi, la gestion de la séparation des parents, mais d'autres thématiques font polémique comme l'identité de genre, les relations sexuelles ou la pornographie, qui font beaucoup parler. Ça fait 20 ans en fait que ce programme il existe, mais depuis quelques mois la polémique enfle chez certains parents. Jeudi dernier, une centaine d'entre eux se sont réunis à l'extérieur du Parlement belge. Ils accusent le gouvernement, tenez-vous bien, de vouloir apprendre aux enfants à faire des fellations. Interrogée par la RTBF, Caroline Désir, ministre PS de l'Éducation, avait estimé inadmissible de faire peur aux parents sur ce sujet. On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, on ne va pas susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, on ne va pas donner de cours de pratique sexuelle. Voilà pour mettre fin aux rumeurs et aux fake news. Et selon elle, les enfants et les adolescents, ils ont bien souvent un smartphone entre les mains et ils sont confrontés donc à des contenus qui les dépassent. L'Evras vient précisément proposer un cadre adapté aux jeunes et aux milieux scolaires afin de rassurer et de les protéger de situations potentiellement dangereuses. En clair, pour le gouvernement belge, pas de polémique, c'est normal. Merci pour ces informations, Guillaume. Merci. Un petit clin d'œil pour un film dont vous avez parlé cette semaine. Il sort aujourd'hui, puisqu'on est mercredi, c'est sorti en salle. Un métier sérieux réalisé par Thomas Lilti et qui dépeint donc la vie des enseignants. Film, donc je vous recommande. Le baromètre de l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité a dénombré 1990 enfants sans solution d'hébergement en France en cette fin d'été. Des fermetures de places d'hébergement d'urgence qui inquiètent et qui remettent en cause la promesse du gouvernement, 0 enfant à la rue. Alors comment appréhender et changer la situation des élèves qui dorment toujours dehors? C'est notre question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Julie Lignon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de plaidoyer de lutte contre la pauvreté à l'UNICEF France. Et face à vous, Maïder Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes de la Fondation Abbé Pierre et coordinatrice du collectif des associations unies. C'est donc un nombre en augmentation, un nombre que j'ai évoqué, 1990 enfants qui dorment dehors. C'est plus du double de ce qui avait été constaté, je crois, au 31 janvier 2022. Et encore, les chiffres évolue très très vite. Julie Lignon, comment expliquer une telle explosion ? Alors en effet, le baromètre que nous publions avec la Fédération des acteurs de la solidarité recense 1990 enfants sans solution d'hébergement et donc potentiellement à la rue ou dans tout autre lieu non prévu pour l'habitation. C'est une augmentation de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Et cette augmentation, elle est notamment due à une hausse de la précarité des familles. Notamment avec l'inflation qui pèse forcément sur les familles, sur toutes les familles, mais d'autant plus sur les familles les plus précaires. Et donc, ce sont des familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, si je peux dire. Et on a, à ce contexte-là d'inflation, un contexte de crise du logement assez important, avec de grandes difficultés pour accéder et se maintenir dans le logement. Notamment qui se traduit par une hausse des expulsions locatives entre 2021 et 2022. On est passé de 12 000 expulsions locatives en 2021 à 17 000 expulsions
des logements donc en 2022. Des chiffres qu'on impute à la fois à l'inflation effectivement actuelle qu'on ressent depuis un an et demi, mais surtout au Covid, j'imagine, à cette pandémie. On n'a pas forcément encore énormément de recul sur la crise sanitaire et sur l'impact sur la pauvreté. Ce qu'on peut observer déjà, c'est que la pandémie a exacerber les inégalités existantes et renforcer la pauvreté des personnes qui étaient déjà dans la précarité. Là, le contexte d'inflation, par contre, fait plonger des personnes supplémentaires dans la pauvreté, et notamment des familles avec enfants. Et ça a forcément un impact sur leur capacité à se maintenir ou à accéder au logement, notamment dans un contexte de pénurie de logements abordables. Cette fameuse phrase, on pourrait dire poncif dans l'esprit de certains, qui dit que effectivement, ce sont toujours les pauvres qui trinquent le plus. On le voit malheureusement ce qui s'est passé au Maroc et ce séisme. On le voit évidemment en France aujourd'hui. On parle d'inflation et de crise économique très violente, mais finalement, c'est une réalité du quotidien. C'est toujours évidemment les familles les plus défavorisées, les plus pauvres, qui sont encore plus dans cette situation dramatique. Bien sûr, nous, ce chiffre record, du coup, ce nouveau chiffre de 2323 enfants à la rue, c'est un record. Et il nous surprend, il nous émeut, mais il ne nous surprend pas. C'est-à-dire que nous, avec la Fondation Abbé Pierre et le collectif des associations unies, ça fait plusieurs mois qu'on sent venir les fermetures de places d'hébergement d'urgence, que le gouvernement nous envoie des signaux vraiment très, très négatifs. Donc ça fait plusieurs mois qu'on alerte sur le fait que ces places, elles ne sont pas en trop, qu'il y a un besoin qui grandit. De plus en plus de personnes, parce qu'elles n'arrivent pas à accéder au logement, ont besoin d'avoir accès à l'hébergement d'urgence. Et donc avant l'été, on avait alerté sur la menace de fermeture de 6000 places d'hébergement. Et en fait, on avait beau avoir alerté, il y a des fermetures de places qui ont eu lieu, notamment à Toulouse, à Nice. 500 places en hôtel ont été supprimées sur les 700 places. Et donc derrière ces chiffres et ces fermetures arbitraires, ces baisses de budget, il y a la réalité, c'est des familles qui se retrouvent sans solution. Et des enfants de moins de 3 ans, parce que dans ces 2000 enfants à la rue, il y en a 500 qui ont moins de 3 ans. Oui, c'est ça, 480 de moins de 3 ans, effectivement, sans solution d'hébergement. Et donc voilà, c'est des enfants, des bébés qui sont à la rue. Et la cause derrière tout ça, Julie l'a dit, c'est la précarité et la crise de l'hébergement et du logement. Parce que tout c'est ce nombre historique d'enfants à la rue, il est révélateur de cette crise générale de l'hébergement et du logement, mais aussi de plein de garde-fous qu'on avait jusqu'alors. Et comme si tout sautait et il n'y avait plus aucune ligne rouge qu'on arrivait à maintenir. Et ça nous inquiète vraiment grandement à la Fondation Abbé Pierre. Vous parlez de 6000 fermetures de solutions de logement, de places d'hébergement. Moi, j'ai lu 14 000 sur beaucoup d'articles. On voit bien que les chiffres grimpent, dans le mauvais sens évidemment. Quels sont les arguments invoqués par le gouvernement ? Alors 14 000 places, c'était ce qui était menacé l'année dernière au moment du projet de loi finances. On s'était vraiment battu avec le collectif des associations unies, l'UNICEF, Jamais sans toi, qui est un réseau de parents et d'enseignants qui sont mobilisés sur le terrain pour héberger les enfants dans les écoles. On avait obtenu le maintien de ces places, donc elles n'avaient pas été supprimées, même si notre revendication de base, c'est de créer plus de places d'hébergement. Donc c'était l'année dernière. Et on a réussi à maintenir, notamment pendant l'hiver, ces places d'hébergement. Et maintenant, le nouveau chiffre, on a du mal, on n'a pas de chiffre officiel, mais c'est aux alentours de 6 000, 10 000 places. Et la raison principale, c'est la baisse des budgets. Le logement est vu comme un poste d'économie par le gouvernement, alors que c'est totalement incohérent avec les besoins qu'on constate, la crise du logement qui s'aggrave parce qu'il y a toutes ces personnes qui sont en demande non pourvue au 115, c'est-à-dire des personnes qui appellent le 115 et qui n'ont qui ne reçoivent aucune solution d'hébergement. C'est 2,4 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social, plus 7% par rapport à l'année 2021. Et donc toutes ces personnes qui n'ont pas accès au logement, elles comptent sur l'hébergement d'urgence pour avoir cette forme de soupape de sécurité qui n'en est plus une et donc il reste juste la rue. Donc on a du mal à comprendre comment le gouvernement, malgré nos alertes, malgré tout là, les médias ont beaucoup couvert le sujet. On voit les visages de ces enfants derrière ces chiffres. Et donc, nous, on espère vraiment que le gouvernement va revenir sur cette ligne d'économie du logement parce que c'est intenable. Le logement, c'est un droit pour tous. L'accès à l'hébergement, il est inconditionnel. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à obtenir une augmentation du nombre de places d'hébergement par le gouvernement. Le nombre de femmes seules à la rue avec des enfants est aussi en forte hausse, 46% en un an. Pourquoi c'est toujours les femmes, les premières finalement, à être confrontées à ce type de danger ? Julie Lignon ?
Alors, c'est vrai qu'on observe que les familles monoparentales, et notamment les femmes seules avec enfants, sont davantage exposées à la pauvreté, notamment parce qu'elles ont un revenu. Je laisse peut-être aussi Maïder répondre sur cette question, puisque la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport sur l'état du mal-logement l'an dernier, notamment sur les conditions de ces femmes seules avec enfants. Maïder, Olivier. Oui, c'est exactement ça. C'est les familles monoparentales, les femmes qui sont surreprésentées dans ces situations, qui ont, pendant le Covid, été concernées par les métiers les plus précaires, qui parfois ont perdu leur emploi. Et donc la précarité, elle touche globalement plus les femmes et les familles monoparentales qui sont, dont les femmes sont à la tête, et donc elles sont plus touchées par la situation. Donc c'est vrai que dans les reportages qu'on voit d'enfants à la rue, ils sont souvent accompagnés de leur maman. Pourtant, on voit tous ces critères et des nouveaux critères de priorisation qui sont mis en place par le 115 pour prioriser. Et ça, ces critères, ils nous choquent parce que... Oui, justement, quels sont-ils ? La première priorité, le niveau de priorité 1, c'est une femme enceinte de plus de 7 mois. Donc c'est normal, mais en fait, ça veut dire que ça exclut, on refoule au 4e niveau de priorité une femme avec un enfant de plus de 3 ans. C'est-à-dire que on désenfantise, les enfants de plus de 3 ans ne sont pas considérés comme des priorités. Donc on est obligé, il y a tellement plus de place qu'ils sont obligés de créer des surpriorisations au sein des priorités qui existent déjà. Et donc ça, c'est vraiment le signe qu'on arrive au bout d'un système et que ça ne tiendra pas tant qu'on n'augmentera pas la capacité du système à accueillir toutes ces personnes. Alors qu'un enfant est en droit d'exiger, est en droit tout simplement d'avoir une scolarité, d'avoir une éducation dans toute école ? D'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès au logement, c'est 2 enjeux qui sont intrinsèquement liés. On a beaucoup travaillé pour cette séquence, la rentrée, avec un réseau qui s'appelle École pour tous, qui est un réseau d'enfants qui sont soit habitants d'hôtels sociaux, soit en bidonville, et de la communauté des Roms, gens du voyage. Et donc ça, c'est des enfants qui sont dans des conditions de mal logement et qui du coup font face à des problèmes d'accès à la scolarité. Chaque année, c'est 10 000 enfants qui sont privés de scolarité parce que, obstacle administratif, parce qu'ils n'ont pas de lieu fixe d'habitation, parce qu'ils font face à des expulsions de leur logement. Et donc nous, on est très très inquiets parce que là, on fait ce constat que les politiques sont insuffisantes, mais en plus, non seulement elles sont insuffisantes, mais elles reviennent en arrière, puisqu'on a eu la loi Kasbarian, dite anti-squat, qui est passée juste avant l'été, et qui vraiment vient mettre une répression encore plus forte sur les locataires en impayés, qui sont condamnés, qui peuvent être expulsés beaucoup plus rapidement, et aussi les habitants de squats, même de locaux à usage économique, qui vont être encore plus réprimés. Et donc nous, on défend, c'est normal que les personnes trouvent des solutions d'hébergement d'urgence quand elles n'ont pas les moyens de se le payer. Donc la répression des squats, il n'est pas l'heure de trouver des nouveaux boucs émissaires. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions ensemble et arrêter de pointer du doigt certaines situations. Et en effectivement, en réduisant les budgets, je le comprends. Comment peut-on faire justement lorsque l'on voit, quand on est enseignant ou parent, une famille avec un enfant scolarisé dans la même école que le sien, qui se fait menacer d'expulsion? Est-ce que les parents à côté, ou les enseignants, ou le directeur d'établissement ont une possibilité d'agir ? Je pense que la première des choses, et il est important de le faire, c'est quand même de solliciter le 115, malgré des réponses qui sont souvent négatives. Le nombre d'enfants restés sans solution d'hébergement après avoir sollicité le 115 le démontre. Mais il est important quand même de solliciter le 115 lorsque la famille le souhaite, bien évidemment, notamment parce que ça permet aux services compétents d'avoir les données et d'avoir les informations sur ces familles. Le deuxième volet qui existe... Mais pardon, juste de vous couper, mais c'est une solution pour 1 nuit, 2 nuits, peut-être 3 nuits, pas plus? Tout dépend. Tout dépend de la capacité d'hébergement. Il y a certaines familles qui restent plusieurs années parfois à l'hôtel. Ce qui n'est pas non plus une solution viable et durable. Évidemment, pour ces enfants qui développent beaucoup d'angoisse, et on le voit, et qui veulent même plus reprendre une scolarité normale lorsqu'il est possible de le faire. Oui. Ce qu'on a montré aussi, donc avec le réseau Jamais sans toi, réseau de parents et d'enseignants mobilisés dans les écoles. Toi, TOIT, oui. Ceux qui me regardent, oui. Dans laquelle c'est une coalition dont le CAU fait partie, dont la FCPE fait partie. Et donc, on a écrit un tutoriel, notamment à destination des parents et des enseignants, pour repérer ces enfants, parce
parce que ce qu'on constate, c'est souvent des enfants et des familles qui ont honte de leur situation et qui vont avoir des difficultés à solliciter de l'aide. Donc il y a plein de signaux. Voilà, un enfant qui s'endort en classe, c'est pas forcément un enfant qui a paresseux, qui a pas envie d'être à l'école. C'est un enfant parfois qui est dans des conditions d'hébergement déplorables. Et ensuite, des courriers à envoyer à la ville, à la préfecture. Et certaines écoles occupent, des parents et des enseignants occupent les écoles pour faire dormir les enfants qui sont soit hébergés beaucoup trop loin, soit à la rue. Il y a aussi des caisses de solidarité qui sont organisées par ces écoles pour payer des nuitées d'hôtel, même si on le redit, passer tout son temps à l'hôtel, l'hôtel n'est pas une solution de logement viable et hébergement, logement sont intrinsèquement liés. Donc vous disiez les premières solutions, effectivement, appeler le 115 et prévenir, pouvoir effectivement recenser, entre guillemets, toutes ces familles qui ont besoin d'aide. Deuxième possibilité, deuxième solution. La solution, c'est l'un des axes en tout cas que nous on privilégie aussi à l'UNICEF, c'est un énorme travail en termes de déstigmatisation de la pauvreté qui peut aussi venir des enseignants, qui peut aussi venir des parents. Même si ça repose sur toutes et tous. Mais on l'a montré notamment dans le rapport que nous avons publié à l'automne dernier avec le SAMU social de Paris, qui s'appelle Grandir sans chez soi. Le fait de se retrouver dans cette situation de très grande pauvreté peut entraîner un isolement par rapport aux enfants, des enfants par rapport aux autres camarades. Et c'est vrai qu'il y a un discours aussi à avoir sur la non-responsabilité de ces enfants vis-à-vis de leur situation. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on privilégie aussi en plus des actions dont Maïder a parlé sur les questions de solidarité au niveau des écoles et des parents d'élèves. Mais c'est vraiment important aussi d'avoir ce discours-là sur le fait que les enfants ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent, qu'en effet, leur grande pauvreté et le fait de se retrouver à la rue, dans des squats, dans des bidonvilles, peut avoir un impact sur leur scolarité, sur leur santé mentale aussi, et physique, bien évidemment. Sur leur réussite scolaire, etc. Et en fait, il y a vraiment des préjugés à déconstruire sur ces enfants-là. Ce sont des enfants qui ont envie d'être à l'école. Souvent, l'école constitue un vrai ancrage pour ces enfants. Ça leur permet aussi d'avoir un temps où ils peuvent échapper un peu à ce quotidien qui est rythmé par l'instabilité. Ça leur permet également d'avoir un point de sociabilité, entre guillemets, qui est très importante pour ces enfants, parce que parfois les conditions d'habitation ne permettent pas de développer d'autres sociabilités à l'extérieur de l'école. Donc l'école est vraiment un endroit important pour ces enfants, mais malheureusement parfois ils sont stigmatisés du fait de leur situation, et il est important de déconstruire justement toutes les questions et tous les préjugés qu'il peut y avoir derrière, parce que l'école doit rester un endroit de bienveillance pour ces enfants. Oui, un endroit de bienveillance, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très, très compliqué. On voit à quel point le harcèlement peut vite arriver au sein des écoles. Pour justement les familles, pour les élèves qui veulent en fait aller à l'école, et ces familles qui malheureusement n'ont pas d'hébergement, est-ce que c'est le parcours du combattant pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école ? Oui, on observe en effet qu'il y a des freins pour les enfants sans domicile, donc sans domicile de façon très large. On peut, pour les enfants hébergés, aussi bien que pour les enfants qui sont à la rue, en bidonville, en squat. Ces enfants rencontrent des freins importants pour accéder à la scolarisation, peuvent rencontrer des freins, c'est pas toujours le cas, notamment parce qu'on constate qu'il y a la persistance de pratiques discriminatoires pour l'inscription des enfants à l'école, avec des demandes abusives de pièces justificatives, comme des justificatifs de domicile, ce qui n'est pas aisé à renseigner pour des personnes qui sont sans domicile, même si la domiciliation existe. Abusif, ça veut dire que donc on peut avoir un recours, mais encore faut-il être au courant effectivement que c'est abusé. Tout à fait. Et il y a un décret qui a été adopté en 2020 et qui prévoit justement l'interdiction de ces demandes-là, ou alors en tout cas qui prévoit que le domicile peut être justifié par tout autre moyen, et notamment par une attestation sur l'honneur. Et ça, aujourd'hui, c'est pas toujours respecté dans les mairies qui sont en charge de l'inscription sur les listes scolaires, et donc ça empêche les enfants d'avoir accès à leur scolarisation, d'avoir accès à l'école. Il y a un autre frein qui est aussi l'instabilité résidentielle de ces enfants, qu'ils soient à la rue ou par exemple dans des hôtels sociaux aussi, puisque il est courant que les enfants changent d'hôtel social au cours de l'année. La difficulté, c'est après de réinscrire les enfants dans l'école. Ça peut entraîner cette
cette mobilité résidentielle peut entraîner bien évidemment des ruptures dans la scolarité. Oui, puis c'est la complexité, on le sait très bien, on l'a vécu aussi. C'est-à-dire que déjà c'est compliqué pour un enfant qui vit dans le même appartement ou la même maison de pouvoir avoir toujours ses cahiers, ses manuels scolaires, pour les fournitures scolaires, pour les activités périscolaires, n'en parlons pas. Donc un enfant qui effectivement est trimballé de plusieurs hôtels en hôtel, de famille en famille d'hébergement, on peut imaginer grandement l'angoisse, l'appréhension et la difficulté de scolarité de ces enfants-là. Oui, notamment les expulsions de squats et de bidonvilles qui ont repris très fortement pendant l'été. Il y a 4 jours de la rentrée scolaire, il y avait eu un arrêté qui avait été pris pour expulser un bidonville et il y a des enfants dans ce bidonville. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui ne vont pas pouvoir faire leur rentrée dans l'école à proximité de là où ils habitaient. Donc voilà, je pense que Julie a souligné, il y a énormément d'enjeux de stigmatisation qui nous interpellent. Voilà, il est vraiment urgent de rappeler que l'accès au logement devrait être vraiment pour tous et que l'accès à l'hébergement d'urgence est inconditionnel, quelle que soit l'origine de la personne, quelles que soient ses conditions. Voilà, mais c'est surtout que c'est une violation de la Constitution, en fait, des droits de la Convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, il y a des recours donc possibles du point de vue judiciaire, du point de vue de la justice. Alors voilà, nous on a porté énormément de recours pendant l'été face à ces fermetures, notamment de places d'hébergement, parce que voilà, ça contrevient au droit des personnes d'accéder à l'hébergement. Mais ce qu'on constatait aussi, c'est qu'il y avait des villes comme à Marseille, on était obligé de faire ce qu'on appelle un référé liberté pour avoir accès au 115, tellement c'était saturé. Mais on engage aussi des recours contre certains préfets qui prennent qui ont des propos vraiment abusifs et des déclarations qui sont contraires au droit, puisque notamment on pense à ce préfet à Toulouse qui a publié un courrier dans lequel il disait qu'il ne pouvait pas respecter l'inconditionnalité de l'accueil, ne pas pouvoir répondre au principe de l'inconditionnalité de l'accueil. Il a même parlé d'illusion d'intégration en faisant référence aux personnes qui sont sans papier et qui demandent à avoir accès à l'hébergement d'urgence. Donc c'est vraiment une petite musique qu'on sent monter d'opposer les personnes entre celles qui sont du droit commun et celles qui sont celles en situation régulière et celles qui sont en situation irrégulière. Et donc voilà, on rappelle que chacun a le droit à avoir accès à l'hébergement d'urgence. C'est pas un geste qu'on fait, c'est dans leurs droits et il est urgent de le rappeler parce que voilà, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les stigmatisations, hiérarchiser les publics. Et en fait, si on avait plus de places d'hébergement d'urgence, il n'y aurait pas besoin de faire ces hiérarchies. Enfin voilà, elles ne seraient plus du tout justifiées. Mais c'est une annonce politique que de faire une réduction de budget ou en tout cas une limitation de places d'hébergement pour justement tous ces enfants qui sont à la rue et ces personnes aussi et ces familles qui sont à la rue, parce qu'on parle des enfants, évidemment, c'est ce qui nous préoccupe ici sur le Grand JT, mais on parle des familles quand on parle des enfants. Rappelez-nous, s'il vous plaît, Julie, le chiffre, le nombre de familles qui sont sans possibilité, solution d'hébergement. Alors, au 21 août, la nuit du 21 au 22 août, 2023. nous avions 2023, nous avions 3735 personnes en famille, donc c'est-à-dire couple avec enfants ou groupe avec enfants ou famille monoparentale, sans solution d'hébergement suite à leur appel au 115. Et parmi ces 3735 personnes, 1990 enfants. Et ça, c'est la nuit du 21 au 22 août. On a recompté ensuite la nuit du 28 août. Et, une semaine après, donc. Une semaine après. Et on a recensé 2323 enfants sans solution d'hébergement. Ça veut dire qu'on a une augmentation de plus de 300 enfants dans cette situation-là en une seule semaine. Vous l'imputez effectivement à ces squats qui ont été... Ces squats, ces centres d'hébergement, voilà, c'était rare. Là, on a vu pendant l'été, notamment à Argenteuil, un autre à Ris-Orangis, des centres d'hébergement qui ont tout simplement fermé. Et donc ça, c'était dans chaque ville plusieurs centaines de personnes qui étaient remises à la rue, dont beaucoup d'enfants. Donc on n'est pas surpris de voir cette augmentation. Par contre, on pense qu'il faut qu'elle s'arrête maintenant. On a le projet de loi finances qui arrive là dans quelques semaines. C'est maintenant que vont être discutés les budgets. Et, on revient tout le temps à cette promesse qui avait été faite à multiples reprises par Olivier Klein, l'ancien ministre du Logement, qui a promis 0 enfant à la rue. Il a considéré que c'était la priorité de son mandat. Bon, son mandat est terminé et force est de constater que ça ne l'a pas été. Et maintenant, on interpelle Patrice Vergrit, le nouveau ministre du Logement, à rappeler cette promesse, mais surtout, au-delà de la promesse, d'y mettre les moyens. Et ça, c'est l'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence. Vous nous rappelez juste les critères d'hébergement, justement les critères de sélection pour les places en hébergement ?
Alors, il y a des critères de vulnérabilité et souvent, les publics les plus prioritaires, c'est une femme enceinte ou avec un enfant de moins de 3 ans. Voilà, donc ça, c'est les critères, c'est pour être prioritaire au 115, mais on constate que ces critères ne peuvent pas être respectés au vu de la saturation du dispositif, puisque sur ces 2323 enfants, il y avait plus de 500 qui étaient de moins de 3 ans. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui devraient être prioritaires dans l'accès à l'hébergement. Et c'est pas parce qu'on a aussi entendu certains politiques dire qu'il fallait répondre à nos interpellations en disant que l'enjeu c'était de prioriser les enfants dans l'accès à l'hébergement. Mais c'est déjà le cas, les enfants sont déjà priorisés. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de place au niveau global pour héberger ces enfants. C'est pas une question de créer des surpriorisations au sein d'un dispositif saturé, c'est un non-sens et on n'avancera pas comme ça. Je les ai listés rapidement. Fédération des acteurs de la solidarité, Centre d'action sociale protestant, Fondation Abbé Pierre, la Fondation Armée du Salut, bien sûr l'UNICEF, Enfants présents, FIT, la Maison des Femmes de Saint-Denis, Emmaüs Solidarité, Coalice, Ligue des droits de l'homme, Hors la rue, SAMU Social, Interlogement 93. Le nombre d'associations et de fondations est énorme et tant mieux. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et l'une et l'autre, c'est ma dernière question, que finalement on compte beaucoup trop sur vous, sur les associations, et pas assez sur l'État ? Je me permets de rappeler qu'on n'est quand même pas les seuls à alerter sur ces questions-là. On n'est pas uniquement association à alerter sur la situation des enfants à la rue. Le comité des droits de l'enfant, qui est en charge d'évaluer l'effectivité des droits de l'enfant en France et dans tous les États qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, a alerté la France en juin 2023 déjà sur la situation de ces enfants et leur a demandé à l'État justement, et c'est l'État qui en est garant, de mettre en œuvre une politique publique de la rue au logement, une politique publique pluriannuelle avec des objectifs en termes de production de logements sociaux, de logements abordables et en termes aussi d'augmentation de la capacité du parc d'hébergement d'urgence. Donc on n'est pas les seuls à alerter sur ces questions-là. En effet, bien sûr, c'est à l'État aussi de prendre ses responsabilités en matière d'hébergement d'urgence. Il est garant du droit à l'hébergement. C'est inscrit dans le Code social, de l'action sociale et des familles. Et il est également garant du droit au logement. Oui. Oui, je pense que de toute façon, c'est ce qu'ont montré les différents communiqués de presse, les réactions de toutes ces structures d'hébergement qui disent qu'elles font beaucoup, mais elles ne peuvent pas tout. C'est-à-dire que si l'État leur baisse les budgets, elles ne peuvent pas créer des places là où il n'y en a pas. Donc elles sont totalement dépendantes de l'État. Nous, c'est pour ça que le CAU existe. Si on rassemble, on est 40 organisations dans le secteur de l'hébergement. C'est pour porter un message commun. C'est aussi une crainte qu'a le réseau Jamais sans toi qui héberge des familles dans les écoles, mais c'est à visée d'interpellation, certes de mise à l'abri de ces familles, mais c'est surtout pour alerter. Et en fait, là, ils ont peur que ça devienne... on ne veut pas que l'hébergement dans une école devienne une solution d'hébergement. L'école n'est pas un lieu pour y dormir. Donc, toutes les actions qu'on mène, c'est des actions d'interpellation et, pour interpeller l'État et inverser le rapport de force. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Julie Lignon, je le rappelle, vous êtes chargée de plaidoyer de lutte contre la pauvreté à l'UNICEF France, et Maïder Olivier de la Fondation Abbé Pierre et coordinatrice du collectif des associations unies. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder ensemble une thématique forte de l'éducation. Lundi, place aux initiatives locales, aux grands chantiers du gouvernement, c'est dans Action Éducation. Mardi, on s'intéresse aux nouvelles valeurs enseignées à vos enfants, c'est dans École Ensemble. Et puis le mercredi, focus sur l'extrascolaire, art, sport, musique. On découvre tout ça dans Extra School. On en vient au jeudi, on se projette sur l'avenir de vos enfants. C'est Mission Orientation avec chaque semaine des conseils précieux, avec notamment l'aide d'une coach spécialisée dans le domaine. Et puis vendredi, on prend son valise, direction l'école du monde. On part à la découverte des pédagogies à l'étranger. Avec moi, tous les jours en plateau, des parents, des profs, des élus, des élèves, le MAG vous donne la parole. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour la quotidienne de School TV. Chaque matin, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. Et puis, vous retrouvez aussi une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, littérature jeunesse, pédagogie. Tous les jours dans la quotidienne, on vous donne ainsi des clés de compréhension et des pistes d'action. Ça va faire 2 ans que j'ai tout arrêté. Aucune rechute. J'adorais ce petit frisson, la sensation d'interdit.
Et maintenant ? Maintenant, je suis rentré dans le rang, coach. Un film ou une série par soir. Légalement. Vous voyez qu'il y a une vie après le piratage. Mais j'y pense tout le temps. La clé, c'est la respiration. J'ai encore envie. Ah oui ? Je tiens bon. C'est bien. Ah oui, je tiens bon. Bravo. Je tiens bon. Oui, j'ai compris. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon. De retour dans le grand JT de l'éducation, l'école se veut inclusive, en tout cas c'est sur le papier, parce que est-ce le cas? On va en parler justement. Est-ce qu'elle est adaptée à tous les élèves? Beaucoup d'entre eux peinent à trouver leur place et à suivre les cours. Les professeurs ne sont pas vraiment formés pour accompagner au mieux ces élèves. Heureusement, un site internet existe pour venir en aide aux professeurs, mais aussi aux familles et aux accompagnants. Ça s'appelle Ta Solution Autisme. J'accueille Caroline Blénaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette plateforme, justement, Ta Solution Autisme. On y trouve justement des supports éducatifs et ludiques destinés à la fois aux familles, je crois que c'était la première chose que vous aviez initiée, et aussi aux enseignants, peut-être aussi aux AVS, à tous ceux en fait qui sont en relation avec des enfants dits différents. Oui, absolument, c'est bien ça. Oui. En fait, c'est destiné à la base aux familles. Parce que quand on a décidé d'ouvrir cette boutique en ligne, c'était on avait des retours en fait de familles démunies face au diagnostic d'autisme qui ne savaient pas quoi faire et qui nous appelaient dans notre secteur pour des prises en charge, pour qu'on accompagne leurs enfants. Et en fait, on n'avait plus de disponibilité dans nos emplois du temps et c'était extrêmement frustrant de les laisser sans solution, alors qu'on crée des supports pour nos prises en charge. Donc. Parce que quand vous dites « nous », c'est parce que vous êtes aussi éducatrice, c'est ça, spécialisée. C'est ça. Depuis 2005 C'est ça, ça va faire 20 ans et ça fait 15 ans que je me suis spécialisée dans l'autisme. Et effectivement, pour des parents, à la fois, on aime évidemment pleinement son enfant, mais on ne sait pas forcément comment l'aider au mieux. C'est pas toujours évident comme situation, aussi bien pour les parents que les enseignants et pour tous les gens qui les entourent. Et donc, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait à la fois, évidemment, un manque d'information et d'aide pour les parents, mais aussi peut-être de formation pour les enseignants. Oui, c'est ça. En fait, ça s'apprend, l'accompagnement de personnes avec autisme. C'est des formations et en plus, on parle beaucoup de l'importance, dès le moment où le diagnostic est là, de mettre en place une prise en charge précoce. Donc, les parents, on leur dit, il faut vite mettre en place des choses pour que votre enfant puisse évoluer. Et donc, on a des appels de famille, qu'est-ce que je peux faire? Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir participer à notre niveau en proposant des supports, mais pas que. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'était que nos formations et notre vocabulaire un peu technique d'accompagnant à l'autisme, on le simplifie et que dans chaque pack, peu importe le travail qui va être proposé, l'objectif de travail, il va y avoir une procédure en fait qui va expliquer en détail comment procéder. Ce qui veut dire qu'un parent qui n'a pas encore trouvé de professionnel, qui n'a pas encore trouvé d'orthophoniste ou qui est démuni va pouvoir commencer à mettre en place quelque chose avec son enfant. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que après la famille pouvait donner ce pack à la maîtresse qui accueillait volontiers quelque chose de tout près pour l'AESH qui accompagne ses élèves dans la classe. Ça va être aussi les professionnels qui, eux, sont formés mais qui manquent de temps et qui donc gagnent du temps avec nos supports qui sont déjà tout près. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est mis en place. Oui, d'autant plus que vous parlez d'AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap, on appelle ça anciennement les AVS. Elles, 98% sont des femmes, elles sont très peu nombreuses, malheureusement. Elles sont vraiment sous-payées. C'est une situation qui est très difficile. On en a beaucoup parlé ici sur le Grand JT et on refera, bien sûr, des émissions spéciales consacrées à ce métier précisément. Mais justement, parce qu'elles sont peu nombreuses, vous avez d'autant plus besoin, à la fois parents et enseignants, de pouvoir être aidés dans ce genre de situation. C'est ça. Et c'est fréquent d'avoir des AESH qui nous écrivent ou qui viennent sur les salons pour trouver des solutions sur leur temps personnel, qui se déplacent, qui cherchent sur Internet parce que justement, elles sont démunies face aux enfants qu'elles doivent accompagner. Donc... Mais elles ont peu de formation. Comment c'est possible qu'une AESH, dont c'est le métier donc, se retrouve effectivement à venir vous voir? J'en ai parlé beaucoup effectivement ici sur ce plateau. Certaines m'ont dit mais on a eu très peu de temps finalement de formation et on apprend sur le terrain. Et puis de toute façon, il y a une telle urgence qu'il faut qu'on soit très vite efficiente. La raison, ça je ne saurais pas vous dire pourquoi on donne si peu de temps à la formation alors qu'elle est tellement importante. Mais le
constat, effectivement, est là. Et du coup, voilà, nous, à notre niveau, on essaye justement d'apporter du concret, vraiment d'être Alors, le concret, vous l'avez, je pense, sous les mains, là, sous les yeux, parce que je vois des petites fiches, des petites choses pour qu'on puisse comprendre réellement ce que vous proposez sur cette plateforme dont je rappelle le nom, Ta Solution Autisme. Alors déjà, c'est des supports de structuration. Ce qu'on appelle la structuration dans l'autisme, c'est le fait de pouvoir structurer ce qui va se passer, de rendre visuel en fait les choses qui vont se passer, le déroulement par exemple d'une séance, le fait de travailler pour quelque chose. C'est des personnes qui ont besoin d'être motivées, d'être renforcées et ce n'est pas chez eux inné le fait d'apprendre pour apprendre. Donc il y a plein de petites choses à mettre en place pour en fait faciliter l'accompagnement. Donc là par exemple ce que vous avez dans la main, ma réglette de travail, on va venir mettre visuellement les différentes activités qu'il va y avoir en classe. Donc la dictée, numération, conjugaison, travail en autonomie. Et ensuite, à la fin, c'est la récompense, entre guillemets. En fait, c'est le renforcement, ce qu'on appelle le renforcement, la motivation pour faire sa tâche. Moi, je dis souvent en formation, si vous êtes avec moi en formation et que je ne vous dis pas à quelle heure ça va se terminer, vous allez avoir du mal à rester concentré, à rester motivé, à m'écouter. C'est pareil. En fait, c'est de leur donner des indications visuelles sur ce qui va se passer. D'accord, je travaille pour voiture et là, je gagne des jetons. Absolument, l'économie de jetons. Ça s'appelle l'économie de jetons. Ouais. Et donc, on va avoir plusieurs petits renforçateurs, la petite voiture, la tablette, enfin des choses qui plaisent et qui donnent envie à l'élève. Et on va lui faire gagner au fur et à mesure l'économie de jetons. Et quand il a fini ses 3 jetons, il obtient la petite voiture sur un petit temps donné avant de repasser sur une activité. Tout ça, c'est des petits moyens de structurer et de rendre les choses visuelles. Autre exemple qui là est plus sur le scolaire et qui me semble important que je voulais vous montrer, c'est par exemple une petite, c'est ce qu'on appelle des cartes à pincer pour travailler là pour le coup de la conjugaison par exemple, et c'est pour montrer en fait que en pédagogie différenciée, un enfant par exemple qui ne va pas être en capacité d'écrire ou pour qui ça va être très fatigant d'écrire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire comme ses camarades de la conjugaison. Oui, à l'oral finalement, il peut faire de la conjugaison à l'oral en l'occurrence. Avec ses petites cartes à pincer, les copains sont en train de faire l'exercice dans le cahier. Et lui, il a ses 10 petites cartes, ses 10 pinces à linge, et il va venir pincer la bonne réponse. Voilà, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est lundi. Est-ce que c'est du passé, du présent ou du futur? Donc, a priori, je réponds présent. Voilà, et je pince. C'est ça. Présent. Voilà. D'accord, je comprends. Oui, effectivement, ça permet de dépasser aussi certaines difficultés pour un enfant qui en aurait plus qu'un autre. Vous avez aussi effectivement des fiches toutes prêtes et qui peuvent permettre donc à la fois aux familles, mais surtout aux enseignants, aux éducateurs, de pouvoir travailler sur le long terme. Oui, on peut en fait. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'était qu'un enfant devienne un adolescent et devient un adulte. Donc en fait, dans notre boutique, on n'est pas que sur l'accompagnement des enfants, on va aussi voir plus loin et proposer des supports qui vont permettre de travailler à tout âge. Donc à la fois l'autonomie dans la vie quotidienne, parce que tout doit être appris, ce n'est pas inné chez eux. Donc apprendre à aller faire les courses, apprendre à s'habiller, apprendre à lire une recette de cuisine, toutes ces choses-là vont devoir être apprises. Donc, ça va nécessiter un apprentissage. Donc, en fait, on va proposer des supports, apprendre justement tout ce qui est en lien. On sait que l'autisme, c'est donc la dyade autistique, c'est une altération de la communication et des interactions sociales et les centres d'intérêt restreints répétitifs. Donc toute la partie sociale est très importante pour leur apprendre en fait à communiquer, à comprendre les autres. Donc on va faire par exemple des fiches, ça c'est un de nos best-sellers, où en fait on va venir trouver à l'intérieur des fiches de travail avec des petites situations du quotidien à l'école. Par exemple, comment je vais faire pour me joindre à un groupe dans la cour de récréation? Parce que ça, pour eux, c'est très difficile. Donc, en fait, on va pouvoir travailler au préalable la situation. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu ferais? Quelle est ton émotion à ce moment-là? Et avec un petit encadré pour retenir, en fait, les choses importantes. Donc, toutes ces choses-là, on a une centaine de supports dans notre site. Donc, c'est très varié. Mais le but est de faire avancer à notre niveau et de voir en fait les points forts et leur potentiel. Et des retours positifs évidemment des familles, mais aussi peut-être des enfants, des échanges que vous avez? Oui, ça arrive. Alors c'est surtout plus par le biais des familles, une maman qui va nous écrire pour nous dire mon enfant il a appris à lire avec tel support, mon enfant il arrive à faire ça, mon ado maintenant il va faire les courses tout seul. Donc c'est vrai que c'est très gratifiant pour nous et c'était vraiment l'idée de base de Ta Solution Autisme. Et finalement donc maintenant on a aussi beaucoup de professionnels qui viennent passer commande
pour gagner du temps de préparation, parce que mine de rien, c'est beaucoup de temps de préparation que les professionnels n'ont pas forcément. Ça revient aussi pour les enseignants qui ont des classes à gérer et qui n'ont pas forcément en plus le temps d'adapter, de faire de la pédagogie différenciée. Donc là, on est là pour essayer. Et oui, et qui n'ont pas été souvent très formés pour ça en fait. Donc ils ont besoin d'aide. Merci beaucoup. Merci Caroline Blénaud d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes cofondatrice, co-créatrice avec Frédéric Gingembre, voilà, de cette plateforme Ta Solution Autisme, où vous retrouvez effectivement tout un tas d'outils pour vous aider dans l'accompagnement des enfants autistes. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine son invitée est la danseuse Inès Vandamme. Donc du coup, la danse, moi j'avais noté 5 ans, toi tu me dis 3 ans. Ta tante aussi était prof de danse? Tout à fait. Les sœurs jumelles elles font le même métier, elles se ressemblent, elles habitent ensemble, elles mangent tous les midis ensemble. C'est les mêmes, voilà. Elles se sont pas lâchées? Pas lâchées. Et du coup, tout de suite, t'as de l'amour pour la danse? Ouais, c'est une évidence? très bien dit. Tout de suite, j'ai de l'amour. Parce que je me dis, si tu grandis avec ça, tes 2 tantes, toi tout de suite à 3 ans. C'est passionnel entre la danse et moi, tout de suite. Je me sens bien. Je fais mes devoirs dans la salle de danse assise par terre. Je n'ai pas de bureau. J'ai un bureau chez moi, mais je veux faire mes devoirs dans la salle de danse. Donc tu danses tous les jours? Alors je ne danse pas tous les jours, mais il y a des cours de danse tous les jours et j'y vais, j'y assiste, je regarde ma maman et ma tante donner cours. J'écoute, mais je fais mes devoirs en même temps par terre, mais je fais mieux mes devoirs dans ce cocon. Et à ce moment-là, ça occupe quelle place en termes d'entraînement? Alors pas tant que ça. Malheureusement, j'aurais aimé que ça soit plus. Je faisais de la danse le mercredi après-midi. Ouais. Uniquement. C'est tout? Ouais. Jusqu'à quel âge? Je fais le mercredi après-midi jusqu'à 18 ans. Puis après, je suis partie en centre de formation. Et le samedi, puisqu'on préparait les concours. J'ai fait énormément de concours de danse. En t'entraînant qu'une seule fois? En m'entraînant que le mercredi après-midi et le samedi uniquement pour les concours. Et là, tu danses déjà en duo? Non. Pas du tout. Je fais de la danse moderne et de la danse contemporaine, beaucoup de danse classique aussi, et je danse seule. Alors, on a des groupes, évidemment, on fait des concours en groupe, mais je suis soliste. Mais à quel moment tout ça se... Alors, à quel moment Danser avec les stars? Ouais. Pourquoi? C'est une histoire un peu dingue, c'est le destin, et moi je crois au destin. Je passe une audition pour participer au spectacle de Chris Marquez, qui a un des membres. Donc en solo? En solo, une audition normale. Je sais pas, je dois avoir 24-25 ans. Je suis prise, on fait le spectacle et ce spectacle, on a un petit peu de danse de salon, mais aussi beaucoup de danse de soliste. Donc je suis mise en avant en tant que soliste aussi. Et on se présente au Casino de Paris et les producteurs de Danse avec les stars viennent voir le spectacle puisque c'est un spectacle de Chris Marquez et ils me repèrent. Et ils me proposent d'intégrer l'équipe de Danse avec les stars. Et t'as jamais fait... Très peu, juste avec Chris. Très très peu. Et là je me dis ok, c'est un nouveau challenge, pourquoi pas. Donc je pars à Londres et je me forme avec les danseurs de Danse avec les stars à Londres. Ah oui, tu t'es pas allée comme ça en disant ça va le faire. Quand je vais dans un domaine, j'y vais à fond, donc j'ai les armes pour. Sinon j'y vais pas. Tu pensais pas, en fait, finalement, intégrer une émission comme Danse avec les stars? Pas du tout. Tu partais en carrière solo. C'était pas un rêve pour moi de faire Danse avec les stars. C'était quoi ton rêve dans la danse alors? Je crois que c'était de partir faire un show à Las Vegas. C'est toujours possible, ça? C'est toujours possible, mais c'est plus mon rêve d'aujourd'hui. C'est quoi le rêve d'aujourd'hui? Très honnêtement, je crois que c'est de présenter un gros divertissement sur TF1. Donc c'est pas dans la danse, c'est dans l'animation. Ça serait dans l'animation. Donc du coup, tu avais ces ambitions de danse immédiates, mais tu restes une très bonne élève. Alors, j'ai pas le choix de rester une très bonne élève, Malika. Pourquoi? Alors, ce qui me va très bien, bien sûr, mais j'ai pas le choix parce que je viens d'une famille où on n'a pas beaucoup d'argent. Et pour aller me former en tant que danseuse à Cannes, au Centre international de danse de Cannes, alors il faut aller vivre à Cannes, il faut payer son loyer à Cannes et il faut payer cette formation à Cannes. Il faut de l'argent. Ma mère n'en a pas. Et donc pour ça, on fait appel à des bourses, des fondations sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, qui nous donnent de l'argent, qui me sponsorisent. Mais pour ça, je dois continuer mes études, je dois avoir des résultats scolaires plus que convenables et je dois réussir mes études dans la danse aussi, parce que j'avais 3 années de formation. Donc je vais à la fac de Nice, je rentre en fac de lettres, en licence sciences du langage. Et le contrat, c'est on t'aide financièrement, on ne paye pas tout, mais on t'aide financièrement, mais tu dois avoir tes années de danse, parce que c'est aussi pour ça que tu vas dans le sud de la France, mais tu dois avoir tes années à la fac aussi. Donc ça a été double travail. Donc là, tu vois plus le jour, quoi. Tu fais que vos... Non, je vois plus le jour. Très honnêtement, je
Je me revois partir à la fac, il est 7h15, j'habitais à Cannes, c'était à Nice, et je rentre le soir, il est 22h. Et je fais mes devoirs, et puis... Ça dure 3 ans? Ça dure 3 ans. J'ai mes 3 années de danse, et mes 3 années de fac. Et après, tu continues les études? Et après, je continue les études, ouais. Tu remontes dans le Nord et tu atterris en langue étrangère à Lille. Ouais, non, toujours sciences du langage. Ah, toujours sciences du langage? Toujours sciences du langage. Je continue en master sciences du langage, master 1. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que je me dis que vraiment, là, je veux faire que de la danse. Pourquoi je m'obstine à continuer pourquoi? Et je sais que c'est pour ma mère, ça lui faisait du bien aussi. Et elle a eu raison. Je lui en veux absolument pas, mais à un moment, la danse m'appelle. Donc tu obtiens un master? Master 1. Et je rentre pas en master 2. Ok. Là, je dis à ma mère, j'ai fait une belle part du contrat. Est-ce que maintenant, je peux vaquer à mes occupations? Et d'accord. Ouais. Et là... Parce que je travaille. Parce qu'on me propose du travail dans la danse. Ok. Tu vois? Tu fais quoi alors à ce moment-là dans la danse? Mais des petits jobs. J'aime pas dire petits jobs parce que rien n'est petit, mais je suis pom-pom girl à l'hippodrome de Longchamp. Et c'est génial parce que grâce à ça, j'ai mon statut d'intermittente du spectacle. Je fais des petits shows à droite à gauche, je commence à danser un peu avec les artistes, je fais des petits clips. Et donc, du coup, la troupe de Chris Marquez, ça arrive combien de temps après ça arrive, je dirais que ça arrive 3-4 ans après mon arrivée à Paris. Ok, donc tu as quand même 3-4 ans où c'est des petits jobs Alors, j'ai aussi fait des plus gros jobs. J'ai notamment participé à la tournée de Matt Pokora. J'ai fait le My Way Tour. J'étais soliste sur cette tournée. Donc, on a fait 1 an de tournée dans toute la France et à l'étranger. C'était exceptionnel. Du coup, c'est quelqu'un avec qui tu es encore en contact? Ouais. Je l'apprécie beaucoup. Il m'a beaucoup appris dans le métier. J'ai fait beaucoup de choses, des choses plus grandioses, des choses plus secrètes, mais j'ai aimé tous les jobs que j'ai pu effectuer. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Inès Vandamme. À demain. Merci Malika et Inès, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. L'éducation nationale telle que vous la décrivez, c'est un peu le royaume de l'injonction paradoxale. Il y a 2 mots qui vous irritent tout particulièrement, confiance et bienveillance. Oui. L'école de la confiance, donc cette fameuse réforme de l'école. C'était le titre de la loi de Jean-Michel Blanquer. C'est ça, loi Blanquer, pour une école de la confiance. Et le premier article, c'est museler les profs avec ce fameux devoir de réserve. C'est quand même, si on nous fait confiance, laissez-nous parler, non? Et on remarque confiance pour vous taire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai été en contact avec plein de journalistes et ils me font part de leurs difficultés à trouver des enseignants qui témoignent à visage découvert. Mais c'est terrible. Et l'autre, c'est la bienveillance, la sacro-sainte bienveillance. Qu'on doit aux élèves, il faut être bienveillant, les accompagner. D'ailleurs, Candice, tout à l'heure, dans les conseils qu'elle donne, elle dira que c'est plutôt sympa, la bienveillance. Non, mais j'ai rien contre la bienveillance. Moi, je trouve ça bien, effectivement, d'encourager les élèves, il n'y a pas de souci. Mais quand cette bienveillance se transforme en sorte de mensonge, où on nous pousse à surnoter les élèves, où on a des barèmes atterrants sur... moi, je l'ai vu en anglais pour le bac, où on donne la moyenne à tout le monde. Hein. Il suffit de baragouiner 3 mots en anglais et c'est bon. C'est pas de la bienveillance. Non, vous n'écoutez pas du tout les élèves, vous bossez votre anglais. C'est pas du tout sûr d'avoir la moyenne. Vous ne l'écoutez pas. C'est un comédien. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Non, mais oui, moi, j'avais des difficultés parce qu'on a un barème très précis et voilà, c'est si l'élève essaye de se faire comprendre, on lui met une grande partie des points. Je trouve ça atterrant. Et donc, cette bienveillance... Ça ronge l'enseignement. L'autorité de l'enseignant, autorité n'étant pas autoritariste, mais simplement le fait de pouvoir instaurer une relation je trouve que c'est pas un service propice aux enseignants. qu'on rend aux élèves quand on leur fait croire qu'ils sont bons alors qu'ils sont médiocres. Voilà. Et pourtant, pour parler d'orientation, Christelle est incontournable. Et on avait besoin de toi, effectivement, Christelle, je me permets de te tutoyer, présidente de l'association Job IRL. Tu peux nous rappeler ce que c'est ? Donc Job IRL est en effet une association qui anime à la fois un réseau social, comme je dis souvent, qui est une sorte de LinkedIn intergénérationnel et égalité des chances pour que tout jeune puisse à la fois échanger avec des professionnels, ambassadeurs de leur métier, prêts à répondre à toutes leurs questions, et puis être mentor aussi quand certains professionnels sont prêts carrément à accompagner un jeune pendant 6 mois, soit dans son orientation, la découverte des métiers, soit dans une recherche de stage ou d'alternance. Vous avez fêté vos 10 ans, combien de membres ? On va fêter nos 10 ans mi-octobre et nous sommes depuis le début 250 000 membres, actuellement à peu près, je ne sais même plus, 115 120 000 actifs qui échangent très régulièrement. Une toute petite communauté. Une toute petite communauté discrète, bien utile pour tous les jeunes qui n'ont pas de réseau. La solidarité de salle des profs, c'est un mythe ? Il n'y a pas d'entraide, ou alors c'est l'impression que j'ai en vous lisant et en écoutant certains de vos collègues hyper hétérogène?
Oui, ça dépend vraiment des établissements où on va tomber. S'il y a une bonne ambiance, si, parce que je pense que celui qui donne le là, c'est le chef d'établissement. Le chef d'établissement peut tout à fait diviser les personnels et parfois il ne s'en prive pas. J'ai eu l'exemple, j'ai parlé avec des collègues avec qui j'ai enseigné pendant des années. Ils m'ont dit que leur chef d'établissement avait complètement vrillé. Il leur avait dit... il leur a montré une vidéo, réunion de rentrée, où il a passé deux extraits vidéo. Le premier c'était « C'est le temps de l'amour », ok. Il a dit « L'année ça peut être ça ». Et ensuite il a passé une vidéo de Gladiator, le gars qui rentre et qui charcute tous ses ennemis. Il a dit « Ça peut être ça aussi ». Donc choisissez votre camp. Mais alors évidemment, là on se regarde, on se dit mais ok, et donc il y a ceux qui vont... Vous savez, mais moi je sais, c'est qu'il n'a pas fait le truc avec Spaghetti Chamallow. Si seulement il avait fait ça. Ça aurait tout changé. Et donc, en créant cette division, il y a ceux qui sont avec moi, le chef d'établissement, et les autres. Et ben voilà, il y en a qui vont avoir des bons emplois du temps, il y en a qui vont avoir des heures sup. Donc ouais, l'idée de cette profession corporatiste où on est tous main dans la main, je pense qu'elle est un peu datée. Quels sont les groupes de personnes aujourd'hui qui sont le plus touchés par cette fracture numérique? C'est les écoliers, les jeunes, ce sont les gens qui habitent dans des zones rurales? Alors là, on est en train de lancer, côté Pix, un observatoire de ces compétences numériques sur la base de nos données. Parce qu'aujourd'hui, Pix est une plateforme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme en ligne. Vous pouvez y aller sur pix.fr, c'est ouvert à tout le monde, c'est un service public. On a un peu plus de 6,5 millions d'utilisateurs. Donc on commence à pouvoir en dire des choses de ces compétences et de ces niveaux. Et on travaille à la création d'un observatoire des compétences numériques des Françaises et des Français sur la base de ça. Et dans lequel on donnera des éclairages plus précis sur où se trouvent les fractures, sur quelles thématiques on les observe, parce que on n'a pas forcément les mêmes fractures sur les questions de cybersécurité, parce que la question des mots de passe, par exemple, dans la vie de tous les jours, ou sur la question de savoir chercher d'informations en ligne. Donc on donnera un certain nombre d'éléments là-dessus. Un des points que j'aimerais partager, c'est que la fracture numérique, elle n'est pas que entre des gens. Elle est au sein de chacun d'entre nous. On a tous un risque de décrochage numérique. Pix, ce n'est pas que pour des gens qui se sentiraient éloignés du numérique. Je prends un exemple. Je pense que vous êtes plutôt à l'aise en plateau sur le numérique. Je le postule, je n'ai pas à vérifier. Néanmoins, quand on commence à parler de RGPD, donc les règlements généraux pour la protection des données personnelles, qui est sorti, on peut se retrouver en situation de « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que je suis dans la légalité, en fait, dans mes pratiques numériques ?» Ça, c'est un sujet de potentiel décrochage numérique qui nous guette en quelque sorte toutes et tous dans nos vies. La mission que l'on se donne côté Pix, c'est d'aider tout un chacun à cultiver ses compétences numériques, à ne pas décrocher en quelque sorte tout au long de la vie en commençant à l'école et en allant jusqu'au grand âge. Christelle parle d'une bataille de l'orientation. Est-ce que l'expression fait sens d'après vous? Il y a une bataille véritablement à mener en 2023 en France concernant l'orientation? Oui, parce que faut quand même le dire. En effet, moi je le dis aussi depuis 10 ans, l'orientation en France marche mal parce qu'en France, on a une éducation très académique. On sait très bien qu'en France, on valorise les maths, Molière, l'histoire-géographie et autres, et qu'on a un corps enseignant. Alors, les changements opérés dans le bac n'ont pas aidé, mais même c'est historique, c'est-à-dire que on aime éduquer des citoyens, la culture générale, c'est le modèle très français, alors qui est parfait pour l'élite, qui y arrive très bien. Et puis, il y a plein de jeunes qui décrochent avant, qui s'y retrouvent pas. Et puis, les métiers évoluent très vite. On a un marché de l'emploi hyper actif. Alors maintenant, on a une nouvelle donne, c'est qu'avant, on disait qu'il faut bien orienter les jeunes pour qu'ils réussissent à trouver du travail. Maintenant, à la limite, on dit qu'il faut bien orienter les jeunes pour que les entreprises trouvent des salariés, parce qu'il y a une telle pénurie de main-d'œuvre avec les évolutions, je dirais, démographiques et le taux d'emploi qui est hyper bon aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Les 30 jours à prendre, là, urgemment, pour redonner un peu le moral aux enseignants et rendre le métier attractif. Moi, en tant que ministre, qu'est-ce que vous feriez là? Qu'est-ce que je ferais? Frites à la cantine pour tous, évidemment. C'est du beau. Par ça. Moi, c'est vraiment très basique et ça paraît caricatural, mais j'aimerais bien écouter les professeurs. C'est ce que j'ai fait en fait dans ce livre. C'est quels sont vos besoins?
Là, on a un Gabriel Attal qui fait sa rentrée en grande pompe, avec son obsession pour comment les jeunes filles s'habillent. Bon, est-ce que c'est vraiment la priorité? Je ne sais pas. Là, moi, quand j'en parle aux collègues, ils disent la priorité, c'est les effectifs, c'est bien accueillir les élèves en situation de handicap, c'est le salaire des profs, mais aussi de la communauté éducative en général, des AESH qui sont payés sous le seuil de pauvreté. Qui sont ces personnels si indispensables qui aident les enfants en situation de handicap. C'est ça. Ils ne sont pas assez nombreux, souvent pas assez formés et probablement mal payés. Exactement. Si je résume. Oui, c'est ça. Et on se dit, mais et ça, Attal, il est où en ce moment pour parler de tout ça? Revalorisation salariale, respect et moyens sur la façon dont les jeunes filles s'habillent. Je crois qu'il y a une danse de la laïcité à l'INSPE. C'est ça. Après les chamallows. Et vous l'avez faite la danse? Non, ça c'est un collègue qui me l'a raconté. Ils lui ont demandé de danser la laïcité. Mais c'est infantilisant en fait. Et qu'est-ce que ça apporte à l'enseignant? Et en plus, comment on fait? Oui, c'est plus facile. Les images. Oui, que c'est plus facile d'interdire la barrière. Revalorisation salariale, respect et moyens. C'est les trois, vous dites, piliers, les trois revendications qui sont claires et nettes, je vous cite. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe de School. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Héloïse Merlin, Laure Edmond au maquillage, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous et merci à Guillaume Ouattara pour les chroniques. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.